Eh bien, bonjour à tous. Merci pour cette présence, effectivement, pour cette matinale des EDC. Nous avons l'habitude de faire à peu près 4 à 5 matinales par an, qui d'habitude se déroulent à l'Université catholique de Lyon. Aujourd'hui, nous sommes partenaires des entretiens de Valpré. Nous avons donc le plaisir d'ouvrir cette journée avec une première invitée. Nous sommes sur la thématique du courage et nous avons la chance d'avoir Elisabeth Hérault, qui va nous témoigner le courage face au changement climatique particulièrement au cœur de l'actualité, puisque nous venons de fermer la COP26. Donc nous allons entamer cette matinale en présentant tout d'abord, cher Armel, le CV d'Elisabeth Hérault. Et auparavant, je remercie également tous nos partenaires qui permettent aux matinales des EDC de fonctionner, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, l'entreprise Mazars, l'Université catholique et RCF Lyon. Armel, je te cède la parole. Merci Benoît. Chère Madame, chère Elisabeth, vous êtes née d'Havannes le 10 novembre 1955 en Alsace. En 1977, vous épousez Thierry Hérault, dont vous avez 2 enfants, Thomas et Héloïse, des jumeaux, qui ont aujourd'hui 38 ans, je crois. Vous êtes architecte des PLG, mais également diplômé de l'IAE, titulaire d'un DEA de géographie urbaine et d'un DSPU à l'Institut agronomique de Montpellier. Vous commencez très jeune, vous avez vite du courage, puisque dès 25 ans, en 1980, vous créez une agence d'architecture et d'urbanisme à Perpignan. Et là, vous allez tout de suite mener des projets immobiliers importants aux côtés des élus. Notamment, vous allez participer à la création de la première ZAC de France sans expropriation à Sainte-Marie-la-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. C'est bien ça ? Vous intégrez ensuite la SAE en 1987 en tant qu'ingénieur d'affaires, puis votre carrière se poursuit au sein du groupe Suez en 1991, chez Dumez Immobilier Promotion exactement, où vous occupez le poste de directeur régional Côte d'Azur. Vous managez alors déjà une 60aine de personnes et vous avez la charge d'importants projets comme le port de Cogolin, le Seaside Plaza à Monaco, etc. Vous n'avez alors que 36 ans. Votre parcours professionnel vous amène ensuite en région parisienne. Vous devenez directeur grand projet d'Elio en 1998, puis directeur commercial Europe en 2000. Vous animez et coordonnez un réseau commercial d'environ 200 personnes à cette époque et pilotez des projets d'appel d'offres de niveau européen. En 2003, vous êtes nommé directeur général d'Elio Île-de-France. Et là, vous dirigez 4200 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. Et en 2009, vous intégrez Cita France, qui est du groupe Suez Environnement, pour prendre la direction générale de la région Île-de-France. Là aussi, vous êtes à la tête de 4000 collaborateurs avec des enjeux sociaux assez complexes. En 2011, vous rejoignez la direction générale de Cita France, 19 500 personnes, on ne cesse de grimper, et devenez directeur général délégué. Et là, vous participez à la définition de la stratégie de l'entreprise et vous coordonnez les régions et les pôles de votre périmètre. Début 2013, vous voici arrivée à la tête de la CNR. Vous êtes présidente du directoire et PDG donc de la Compagnie nationale du Rhône. Et pendant plus de 8 ans, vous allez accompagner la transformation de l'entreprise, qui sera un peu notre sujet aujourd'hui, et vous accélérez son développement, notamment au service de la transition énergétique. Vous avez quitté très récemment ce poste en septembre 2021. Alors bien évidemment, vous ne faites pas que ça, vous faites beaucoup d'autres choses. Vous êtes également vice-présidente du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille, également administratrice de Géopost et du CEA, et vice-présidente du conseil d'administration de SNCF Réseau. Excusez du peu. En dehors de toutes ces occupations professionnelles, vous vous occupez aussi des jeunes, puisque vous consacrez une partie de votre temps libre au tutorat des jeunes qui sont issus de ZEP. Vous êtes passionné de voyage, vous êtes nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2016 et officier de l'Ordre national du mérite en 2021. Et cette année, vous avez même trouvé le temps d'écrire un livre. Le titre est « Les leçons du Rhône ». Je crois qu'à travers des exemples du Rhône, vous faites un plaidoyer pour les fleuves. Vous nous avez parlé effectivement de ces fleuves qui sont des grands oubliés, grands oubliés des réflexions politiques et qui sont pourtant indispensables à tous. Vous dites « Il faut protéger les fleuves pour protéger les hommes ». Vaste programme et très, très courageux programme.
Merci Armelle. Alors, chère Elisabeth, la Compagnie nationale du Rhône, on connaît sans connaître. C'est une organisation un petit peu compliquée avec une gouvernance un peu particulière, moitié publique, moitié privée. Est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler un petit peu les grandes missions de la CNR, comment elle est gouvernée et comment elle est justement en première ligne face au changement climatique? Alors, plutôt qu'une gouvernance compliquée, je dirais une gouvernance complexe. Donc CNR est une entreprise qui est effectivement, dont le capital est partagé entre le privé et le public, avec une très légère prédominance pour le public qui est inscrite dans la loi. Donc 50,03% du capital est dans le public, donc ça se répartit entre la Caisse des dépôts et 183 collectivités qui sont dans la grande majorité des collectivités qui sont dans leur quasi-totalité, c'est même pas la majorité, des collectivités qui sont le long du Rhône, donc les territoires traversés par le Rhône, et puis 49,97% est du côté d'un industriel qui est Engie. Alors effectivement c'est une gouvernance un peu particulière, qu'on n'a pas l'habitude d'ailleurs de pratiquer en France, et je le regrette énormément parce que c'est quelque chose qui fonctionne. C'est pour ça que j'aime bien le mot complexe. Ce n'est pas simple, mais si on prend du temps, ce n'est pas si compliqué que ça que d'allier le privé et le public. La deuxième particularité de CNR, c'est de gérer un fleuve, notamment parmi toutes ces missions, gérer ce fleuve sous forme d'un contrat de concession. Donc nous gérons le fleuve de la frontière suisse à la Méditerranée dans toutes ses composantes. C'est Édouard Herriot qui a imaginé cette histoire, donc on est à Lyon, cet homme a marqué, je crois, sa région. Il avait une conviction, c'est qu'un fleuve ne doit pas être morcelé, donc ça nous remontons aux années 1918, puisque c'est 1918 où Édouard Herriot a commencé à parler de l'aménagement du fleuve Rhône dans sa totalité, pour éviter que le fleuve ne soit morcelé. Et donc il a mis en œuvre, non sans difficulté, puisqu'il se heurtait déjà à l'époque, on a toujours tendance à penser que c'était mieux avant. Finalement, c'était presque pareil qu'aujourd'hui. Personne n'était d'accord avec cette idée. Mais il a obtenu finalement gain de cause. Et la CNR est née en 1933 et le contrat de concession a été signé en 1934. Et donc cette entreprise qui gère le fleuve de la frontière suisse à la Méditerranée est une entreprise qui doit à la fois s'occuper de la navigation, de l'irrigation, de l'hydroélectricité, puisque l'entreprise avait reçu la demande de l'État d'aménager le fleuve et de construire les ouvrages hydroélectriques. Et puis depuis, on va dire, une vingtaine d'années, s'est rajoutée une quatrième mission qui est essentielle aujourd'hui, qui est toute la partie environnementale. Donc on est vraiment dans une gestion intégrée de fleuves qui est unique au monde. Il y a eu des tentatives dans d'autres pays, mais qui n'ont pas perduré, qui n'ont pas fonctionné. Et donc nous restons en France avec la seule entreprise qui gère un fleuve de façon intégrée. Il y a une dizaine d'années, simplement, CNR s'est diversifié dans d'autres énergies renouvelables, issues du vent et du soleil, et donc poursuit ce développement de façon assez accélérée compte tenu du contexte. J'ai à peu près résumé. Refroidissement des centrales nucléaires aussi, qui doit être majeur. Alors oui, en fait, tout ce qui concerne le fleuve concerne CNR. Donc effectivement, le refroidissement des centrales nucléaires, mais on peut aussi parler de la biodiversité, on peut parler de l'usage de l'eau, hein, qu'en font toutes les associations de pêcheurs, de chasseurs. Imaginez simplement, le fleuve est un miroir ouvert sur notre société. Et donc tout ce qui concerne le fleuve est géré dans le cadre de ce contrat. Donc un usage industriel, un usage agricole. Vous avez constaté une baisse du débit du fleuve ces dernières années? Alors ce qu'on constate depuis, on va dire, ces 20 dernières années, au-delà du débit qui n'est pas encore aussi flagrant que cela, même si on le constate, hein, c'est surtout une très grande variabilité, un peu ce que nous constatons sur la planète. Ce sont les excès. C'est-à-dire, en fait, moi j'ai dirigé cette entreprise pendant plus de 8 ans et pratiquement tous les mois, on battait un record. On battait un record de sécheresse, on battait un record une journée. J'ai même souvenir qu'il y a quelques années, il y a 4-5 ans, on avait produit plus en été avec nos éoliennes qu'avec le Rhône. Pour vous dire que le Rhône n'avait vraiment pas beaucoup d'eau, parce qu'on n'avait pas tant d'éoliennes que ça. Donc voilà, c'est plus ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est de constater que le Rhône ne fonctionne plus de façon sereine, qu'il fonctionne de façon excessive. On a beaucoup trop d'eau à certains moments, plus du tout d'eau à d'autres moments, pas du tout au moment où on l'attend. On a des périodes de sécheresse en janvier, on a des périodes, comme ça a été le cas cette année, en juin, juillet, on a eu énormément d'eau, ce qui n'est absolument pas normal.
Je rajoute à cela que les nombreuses études qui sont faites et qui ne sont pas faites par CNR annoncent que le Rhône aura 30% de moins d'eau avant la fin de ce siècle. On dit que ça pourrait arriver en 2050. Moi, je pense que ça arrivera aux alentours de 2050. Et avoir moins 30% d'eau, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire avoir moins 30% d'eau en moyenne. Ça veut dire avoir, pour constituer ces moins 30%, avoir des pics encore plus violents de très hautes eaux et de très basses eaux, et puis les catastrophes que nous connaissons un peu partout, que nous avons vécues en France. Il n'y a pas qu'à l'international qu'il y a des catastrophes liées au fleuve, et le Rhône n'y échappera pas. Ça risque d'engendrer des conflits d'usage entre l'agriculture, la navigation, l'hydroélectricité? Oui, en tout cas, ça va nécessiter des arbitrages dont nous parlons avec l'État. J'ai vu que le préfet Mayos va intervenir ce soir. C'est un travail qu'on a entamé avec lui parce qu'il est extrêmement sensible au sujet de l'eau, puisque lorsqu'il est arrivé à Lyon, il arrivait en fait d'Occitanie, et la Garonne est déjà en stress hydrique, donc particulièrement sensible à ce sujet. Donc il faut qu'on arrive, enfin c'est un travail qui va prendre des années, il faut qu'on arrive à, comme le font les industriels, à imaginer comment nous allons réagir lorsque cela va arriver, et non pas quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout faire pour éviter qu'on ait à choisir. C'est une expression forte que j'ai, mais qui résume le problème. Il ne faut pas que nous ayons à choisir entre boire et manger. Parce qu'en fait, l'eau potable est très indispensable à notre vie, mais l'agriculture prélève 70% de l'eau douce partout sur la planète. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on aura moins d'eau? Est-ce qu'on aura moins d'eau pour l'agriculture, moins d'eau pour nous, moins d'eau pour notre confort? Mais il faut garder de l'eau pour la biodiversité aussi, parce qu'une fois que la biodiversité a disparu, le fleuve disparaîtra de toute façon, comme c'est le cas dans d'autres pays. Donc voilà, donc c'est un vrai... Et quant aux centrales nucléaires, moi je le dis, je suis effrayée qu'on puisse envisager de continuer à construire des centrales, des EPR sur les fleuves en général, alors qu'on ne maîtrise pas le problème de l'eau. Pour en revenir au sujet des entretiens de Valpré, le courage, la CNR a comment ça se traduit, ce courage, face à ce constat un peu alarmiste quand même? C'est le courage. Alors on va d'abord parler du courage de l'entreprise et des équipes qui doivent avoir le courage de protéger ce fleuve contre les appétits nombreux et variés. Je donne deux exemples. Effectivement, je viens de le dire, le courage, c'est de dire que il faut absolument... Je ne suis pas une anti-nucléaire, loin de là. J'ai toujours dit qu'il fallait la moitié de notre énergie issue du nucléaire. Mais il faut aussi qu'on sache que le nucléaire a besoin d'eau. Et à partir du moment où on fait des projets qui vont nous engager dans les 50 ans ou le siècle qui vient, il faut quand même regarder comment va se comporter le fleuve avant de construire des centrales au bord du fleuve. Et ça, il faut un petit peu de courage pour le dire, parce que c'est pas du tout politiquement correct. Donc nos équipes le disent, voilà, nos équipes le disent, le redisent. Beaucoup d'institutionnels le savent. Mais moi, je n'ai pas une réponse satisfaisante. Le deuxième courage de nos équipes, par exemple, c'est qu'il y a de très grands projets d'irrigation. Parce qu'on est dans un système qui s'auto-détruit, c'est-à-dire que moins il y a d'eau, plus on en veut. Et donc le monde agricole, pour lequel j'ai beaucoup de respect et avec lequel on travaille énormément, le monde agricole est en très grande difficulté parce que le monde agricole a de plus en plus de périodes de sécheresse. Et donc au moment des périodes de sécheresse, le monde agricole a absolument besoin d'eau. Et c'est en général le moment où le Rhône n'en a plus beaucoup. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça de façon aussi simple, mais c'est vraiment ça. Et donc le monde agricole aujourd'hui présente de nombreux grands projets d'irrigation pour aller alimenter des centaines, voire des milliers d'hectares complémentaires, alors que là aussi, on engage les générations futures, et quand cette eau viendra à manquer, ces projets vont être un peu décalés. CNR s'est exprimé là-dessus, on a été pratiquement les seuls à le dire, non pas qu'on ne veuille pas que le monde agricole ait de l'eau, mais qu'il faut absolument qu'à un moment on ose poser le crayon et qu'on ose se dire que les plantations que nous avons aujourd'hui, qui sont souvent très grandes consommatrices d'eau, la façon de cultiver les sols qui ne retiennent plus l'eau du fait qu'on ne les cultive pas, enfin tout un ensemble de choses fait qu'il faut aller à la source du problème et pas juste essayer de régler le problème quand on est au bout du phénomène. Et puis je termine aussi sur un sujet, c'est le plastique. D'accord ? Nous avons accompagné la Fondation Tara qui est allée faire des prélèvements dans 9 grands fleuves européens, dont le Rhône. Et en fait, on s'est rendu compte, non pas qu'il y avait du plastique, parce que ça, on le savait et ce n'est pas une découverte,
mais on s'est surtout rendu compte qu'en fait, le plastique est déjà à l'état de nanoparticules dans le Rhône. C'est-à-dire qu'on a un Rhône qui trimballe des soupes de plastique. Donc, quand j'entends ou que je lis dans la presse qu'on va trouver des moyens de prendre le plastique, de mettre des barrages ou d'avoir des bateaux qui récupèrent le plastique en mer, ça me sidère parce que je ne vois pas comment on peut... Dans mon livre, je l'ai dit, c'est un petit peu aussi imagé, mais quand vous avez broyé tous vos légumes dans une soupe, vous ne pouvez pas les récupérer. Enfin, et il faut qu'on arrive à le comprendre. Et le courage, c'est aussi de le dire. Alors Elisabeth, on comprend bien que la CNR, de par son cœur de métier, est particulièrement sensible justement à cette urgence climatique, ces changements climatiques. D'après vous, comment les entreprises, nos entreprises au quotidien, peuvent être sensibilisées et peuvent avoir un rôle sur ce changement climatique? Comment faire? C'est quoi la recette? Alors en fait, je pense que, vous avez mentionné la COP26, je pense qu'on va, si ce n'est d'échec en échec, on va quand même de difficulté en difficulté pour que tout le monde arrive à s'entendre pour lutter contre ce changement climatique. Ce qui me frappe depuis des années, c'est que les entreprises ne sont pas suffisamment associées à ce sujet. Parce que moi, je suis intimement convaincue que l'entreprise, c'est par là que viendra le changement. Pour de multiples raisons. D'abord, l'entreprise, vous avez cité des chiffres. Quand vous dirigez une entreprise qui a 1000, 20 000 personnes, 60 personnes, peu importe, c'est dans l'entreprise bien souvent qu'on arrive à sensibiliser le mieux. C'est assez rare que quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui essaye d'être vertueuse, en sortant, se comporte comme quelqu'un de non vertueux. Donc c'est bien dans l'entreprise qu'on arrive à former nos équipes à ces sujets. Moi, je l'ai vécu chez CNR. On a chez CNR un nombre impressionnant de pompiers volontaires. Je crois qu'on est à 3 fois plus qu'une entreprise classique. Et je vois un lien entre la culture de CNR et le fait que les gens ont envie de donner, ont envie de s'intéresser à autre chose qu'à leur nombril. Donc je suis intimement convaincue que ce sont les entreprises qui sont les pivots de ce changement, de cette transformation. C'est dans les entreprises qu'il y a de l'argent, c'est dans les entreprises qu'on fait de la recherche et développement, c'est dans les entreprises qu'on peut agir. Et aujourd'hui, on en est encore à attendre que finalement les États agissent, alors que les États ils ne font pas grand-chose honnêtement. Alors en entreprise, on le sait tous, il y a des impératifs de rentabilité, de pression financière. Comment est-ce qu'on fait? Quel est le courage à avoir justement pour concilier les deux? C'est pas facile de prendre des décisions qui sont parfois à l'encontre des intérêts purement financiers. Alors c'est vrai que c'est une question qui m'a beaucoup interpellée quand je suis arrivée chez CNR. Vous l'avez dit, j'ai fait mon parcours dans de très grandes entreprises. J'ai fait mon parcours avec la notion de résultats, de dividendes, etc. Il ne faut pas se tromper, chez CNR c'est pareil. La différence, c'est qu'avant de distribuer les dividendes, on pense à en redistribuer aux territoires qui sont traversés par le Rhône. Et ça, c'est une très très grande différence avec les autres entreprises. Je suis persuadée que les entreprises devraient, ou tout au moins, j'ai été frappée il y a 2-3 ans, je crois que la France avait été championne du monde de distribution des dividendes. Je trouve que c'est très bien, c'est très très bien, mais il me semble qu'on ne met pas assez d'argent dans le changement climatique et dans la protection de l'environnement. Et qu'une entreprise qui travaille sur un territoire, elle doit travailler aussi à préserver ce territoire et pas seulement à distribuer de l'argent. L'argent est nécessaire, mais l'argent doit être utile. Voilà. Et là aussi, je crois qu'il y a des entreprises qui le font. Il n'y a pas que CNR, heureusement, sinon je serais tout simplement désespérée. Mais ce n'est pas suffisamment encore répandu que cette redistribution équitable de la valeur. On redistribue pour des populations. On est, je crois, le champion du monde de la redistribution en France, pour rééquilibrer les inégalités que nous créons. Là aussi, c'est assez étonnant, mais bon. Mais on ne redistribue pas encore à la nature. Vous pensez qu'il faudrait que ce soit obligatoire, qu'il y ait des normes ou des lois sur ce sujet? Obligatoire, je ne crois pas qu'on puisse le rendre obligatoire. Je pense que ça va arriver petit à petit. Simplement, c'est vrai que ça arrive doucement. Voilà. Et qu'on n'a plus tant de temps que ça pour se rééquilibrer quand même. La place du dirigeant là-dedans, on parle de l'entreprise, mais finalement, qui doit incarner le plus cette conscience et ce courage de faire face à ce changement climatique et à faire bouger les lignes? C'est le dirigeant, il faut embaucher un responsable RSE? Bon, je ne pense pas qu'on puisse sous-traiter ce genre de choses. On ne sous-traite pas ses convictions. On recrute éventuellement des gens qui vont porter vos convictions. Mais on ne peut pas sous-traiter quelque chose quand on n'y croit pas. Recruter un responsable RSE, c'est franchement, quand le patron de l'entreprise ou l'équipe qui dirige l'entreprise n'y croit pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, il faut que ça soit incarné par une équipe, mais surtout
pour l'avoir vécu dans les différentes entreprises, parce que quand j'étais chez Cita, ce sont les déchets, et les déchets, c'est un monde en profonde mutation, avec énormément de ruptures. Il faut aussi savoir entraîner les gens, leur faire comprendre. Ce que je reproche un petit peu aujourd'hui à la façon dont on aborde les sujets du changement climatique, c'est qu'en fait, on ne passe pas suffisamment de temps à le rendre compréhensible. Moi, je dis souvent que mes amis qui habitent à Lille, quand je leur dis, tu sais, la COP26 vient de dire que ça ne sera pas 1,5 degré, ça va être 2,6, ils me disent super. Voilà. Donc moi, je les comprends. Donc voilà, donc on a un vrai problème de compréhension et d'explication. Et alors, quelles sont les armes du dirigeant? Donc un dirigeant convaincu, après il faut embarquer tout le monde dans l'entreprise. C'est quoi la bonne recette pour diffuser ce virus? On est sur la thématique un peu virale de est-ce que ça s'attrape? Comment on fait attraper à ses collaborateurs? Je ne sais pas si ça s'attrape, mais je crois à la valeur d'exemplarité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas tenir un discours en tant que dirigeant ou en tant qu'équipe dirigeante, je ne veux pas personnaliser, on ne peut pas tenir un discours et puis finalement ne pas s'appliquer à soi-même ce qu'on demande aux autres. Donc en fait, c'est vraiment un état d'esprit, une culture qu'il faut implanter dans l'entreprise. Et voilà, moi je crois plus, je ne sais pas si ça s'attrape, mais en tout cas, ça inspire. Est-ce que vous, dans votre expérience chez CNR, vous avez eu des difficultés, des obstacles qu'il a fallu lever? Vos actionnaires, vos collaborateurs proches? J'ai eu, alors c'est une entreprise qui, par définition, est une entreprise qui n'est que dans des énergies renouvelables. Donc je dirais, c'est quand même plus facile, effectivement, d'avoir des gens qui sont concernés. Et puis quand vous dirigez des équipes qui tous les jours regardent le Rhône, et qui tous les jours le voient changer, parce que les gens chez nous rentrent quand ils sont petits, ils sortent juste pour prendre leur retraite, donc ils y passent vraiment leur vie, et beaucoup d'entre eux me disent qu'ils ont vu effectivement les changements, donc ils sont forcément sensibilisés. En revanche, au niveau interne, la difficulté principale que j'ai eue et que doivent rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise, c'est quand on me répond « on le fait déjà ». Voilà, quand on a créé effectivement un poste RSE, par exemple, on m'a dit bon, quand même vraiment c'est ridicule, quoi. On fait déjà tout ça. Mais en fait, pas du tout. On a énormément d'améliorations à apporter à ce que nous faisons. Donc voilà, c'est lutter contre mais moi je le fais bien et donc je vois pas pourquoi je m'améliorerais. Après, le deuxième sujet, qui peut être un sujet effectivement plus complexe, c'est le sujet des actionnaires. Quand on met, je dirais, sur la table le fait qu'une année où on a peu de revenus, parce que nous dépendons complètement chez CNR de ce qui se passe dans la nature. Quand il n'y a pas de débit, il n'y a pas d'électricité. Quand il n'y a pas d'électricité, il y a moins de chiffre d'affaires. Donc quand les années où il y a beaucoup d'argent qui tombe, bon, il y a des discussions, mais les années où effectivement les résultats sont moins bons, annoncer qu'on poursuit les programmes de réhabilitation des Launes, par exemple le long du Rhône, qui sont les anciens bras morts du Rhône, alors que ça coûte beaucoup d'argent, qu'on continue à mettre de l'argent sur la biodiversité ou sur la protection de certaines espèces, c'est plus compliqué à expliquer. Et là, il faut il faut passer beaucoup de temps pour obtenir un gain de cause. Et c'est en cela que je pense que l'équilibre entre le privé et le public est important. Et pas forcément comme on le croit. C'est pas forcément le public qui est le moins apte au gain. Je le dis quand même. Merci. Une question un peu personnelle. Vous semblez avoir été piqué par ce virus-là. Vous étiez dans une position chez CNR idéale pour défendre un peu cette cause. Vous avez quitté la CNR. Est-ce qu'il faut du courage? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Les choses sont simples, je ne m'en suis pas cachée. Non, je ne crois pas que ça soit du courage. J'ai été touchée par la maladie, j'ai eu un cancer et à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je m'arrête. Je me suis arrêtée, j'en parle sereinement, parce que je me suis arrêtée au moment où j'allais bien. Donc, mais ma décision a été de dire que c'était quand même un signe et qu'il fallait que je me calme. Donc certains m'ont dit que comme j'ai vécu tout à fait discrètement ma maladie, on m'a dit que j'avais été courageuse. Sincèrement, pas du tout. Je ne crois pas que j'ai été courageuse. Je pense que j'ai eu le sens des responsabilités. Ça aussi, ça fait partie de mes valeurs. C'est que quand on vous confie une entreprise, au moment où ça m'est arrivé, c'était, je dirais, délicat de partir. Et j'ai considéré que ma responsabilité était de gérer à la fois ma maladie et l'entreprise. Mais une fois que ces choses délicates sont passées, je me suis dit que j'avais le droit de m'arrêter. Elisabeth, nous arrivons à la traditionnelle question des matinales des EDC que nous posons à chacun de nos invités. Quelle est la place de Dieu dans votre vie?
Alors, vous m'aviez dit que vous me poseriez la question, je vais être honnête, parce qu'une question comme ça, vous voyez, en 3 secondes, c'est un peu compliqué. C'est une question complexe. Et même quand on le sait, c'est très compliqué. Ça mériterait vraiment qu'on en débatte très longuement. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, quelle est la place de Dieu dans ma vie? Alors, j'ai une réponse à deux volets. La première, c'est que je suis issue d'une éducation chrétienne, catholique. Alors, mes parents étaient croyants, non pratiquants. En revanche, vous avez dit que je suis née en Alsace. Mes grands-parents, qui ont beaucoup compté dans ma vie, parce qu'ils me gardaient souvent, parce que je les adorais, etc. Mes grands-parents étaient, comme beaucoup d'Alsaciens, extrêmement... on allait à la messe. Enfin bon, c'était vraiment... Pour moi, c'était difficile. C'était difficile parce qu'en plus, je bavardais. Et qu'il y avait un Suisse, ça existait à l'époque, les femmes, les hommes étaient séparés, hein, je me rappelle très bien, mon père ça le faisait râler, mais voilà, et les enfants étaient devant et je bavardais toujours et le Suisse venait toujours et tapait à côté de moi et ma grand-mère me grondait quand je sortais de l'église, voyez, bon. Donc voilà, donc j'ai eu une éducation très forte. Hein. Et finalement, ce que je retiens au-delà de la deuxième partie de la réponse, c'est que même si aujourd'hui je ne suis absolument pas pratiquante, je reviendrai sur la croyance, toute ma vie est dictée par les valeurs qu'on m'a inculquées. Toute ma vie, j'ai reproduit et je continuerai à reproduire ce que m'a inculqué dans le respect de l'autre, le partage. Voilà, je le sens, je l'ai transmis à mes enfants. J'essaye de le transmettre à mes petits-enfants aussi, parce que pour moi c'est très important, ça a construit ma vie. Donc quelque part, c'est plus la religion que Dieu qui a structuré ce que je suis aujourd'hui. Quant à la place de Dieu, parce que ce sont deux sujets différents, quant à la place de Dieu, aujourd'hui c'est un grand point d'interrogation pour moi. Ça reste un point d'interrogation quotidien. Je ne m'interroge pas sur la mort, j'ai eu l'occasion de me poser des questions quand même, parce que j'étais immortelle avant de tomber malade, comme beaucoup d'entre nous. Hein. Et je suis devenue mortelle, tout d'un coup. Donc je me suis forcément, comme beaucoup de gens, d'ailleurs la pandémie a réinterrogé sur la mort. Voilà, moi je me suis aussi réinterrogée sur ma propre mort, mais ça ne me perturbe pas, parce que je ne cherche pas du sens à ma mort. En revanche, j'ai du mal aujourd'hui à trouver du sens au malheur. Et à trouver du sens à la souffrance, avec une forme d'incompréhension qui fait que j'ai un très grand point d'interrogation. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Je pense qu'après de tels propos, c'est pas évident sans doute de poser une question, mais s'il n'y a pas de questions dans la salle. S'il n'y a pas de questions, moi je vais peut-être en poser une quand même, comme vous êtes une femme très engagée. On a envie de vous demander, et la suite pour vous, c'est quoi, pour continuer votre combat? J'ai promis à mon mari que je travaillerais un peu moins. Bon, pour l'instant, il ne l'a pas vu, mais la suite de mon combat, c'est de poursuivre à la fois dans mes témoignages, parce que mon poste m'a donné effectivement l'occasion d'être amenée à souvent parler de ces sujets qui sont méconnus. Quand je parle des problèmes du Rhône, peu de gens dans cette région savent réellement ce que vit le Rhône. Et donc, mais c'est vrai partout. J'ai créé une association avec Éric Orsena qui s'appelle Initiative pour l'avenir des grands fleuves et qui rassemble des gens du monde entier. Et donc, je monte en puissance et je vais m'occuper encore plus de cette association parce que ce qui arrive sur les autres fleuves, on a besoin d'en tirer un certain nombre d'enseignements pour les fleuves que nous avons en Europe. Je rappelle que le Tage n'arrive régulièrement que difficilement à la mer. Hein, donc en Europe, on a aussi des problèmes de fleuves. Il ne faut pas croire que c'est toujours le Colorado ou le fleuve jaune. Donc voilà, donc ça va m'occuper pas mal parce que ça nécessite beaucoup de conviction, de témoignages, d'aller chercher des financements, etc. Donc c'est une passion pour moi. Vous l'avez dit, je suis dans des conseils d'administration. Je suis passionnée aussi par le rôle que peut jouer une entreprise aux côtés de l'État. Je suis frappée quand je suis dans certains conseils d'administration par l'incapacité de l'État à comprendre ce qu'est une entreprise industrielle. Et ce n'est pas en les critiquant que ça va avancer, c'est bien en y étant. Et puis je veux écrire un second livre qui va pas être sur le Rhône, bien sûr, parce que ça ne sera pas l'acte 2. Mais je vais écrire un second livre qui sera tout aussi engagé que le premier. Merci beaucoup. Et je crois que la planète peut vous remercier.